Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon four en terre crue, terre paille, terre foin. Je vais vous montrer toutes les étapes une à une. Et puis, je vais vous donner quelques informations qui me semblent importantes, intéressantes à connaître avant de se lancer dans la construction d'un four en terre. Première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est un four inspiré d'un modèle qu'on avait déjà réalisé il y a une dizaine d'années avant que je fasse des vidéos chez des amis. Et donc je sais que c'est un four qui va pouvoir fonctionner très bien pendant de longues années. C'est pas un four expérimental, c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Alors moi j'avais déjà un four à pain à pizza, mais vraiment d'un volume beaucoup trop grand. Il aurait fallu que je brûle des forêts entières pour pouvoir avoir une chaleur pour faire 2-3 pizzas. C'est pas intéressant du tout. Ou même 10 pizzas, ça valait pas le coup. Le four était vraiment trop grand. Et en plus il était mal placé. Donc là j'ai voulu faire un four beaucoup plus petit, plus en accord avec ce qu'on fait en fait. On consomme peu de pain et de pizza et on n'a pas envie de brûler des forêts pour faire quelques pizzas. Et en plus l'emplacement est mieux car il est à côté de notre cuisine extérieure, ce qui fait que quand on accueille du monde, on peut envoyer des pizzas, ça cuit très vite, en 1 minute la pizza elle est cuite et on est là directement pour les manger sur place. Pourquoi le choix du terre-paille? Déjà parce que j'adore construire des trucs en terre, hein. J'adore ça. Ça me paraît être des matériaux très efficaces et gratuits, accessibles à tous, donc c'est pour ça. Avant de réaliser le four en terre-paille, il a fallu construire une structure capable de supporter son poids et également lui mettre un toit sur la tête pour éviter que le four se retrouve sous les pluies battantes. D'ailleurs, si vous construisez en bois, il faut penser à bien isoler le bois pour que cela ne prenne pas feu. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec de la terre et du foin. Une très bonne épaisseur de terre foin, terre paille, peu importe, de terre, c'est un très bon isolant pour éviter que le bois ne prenne feu. Donc la première étape de la construction de ce four en terre est de faire un gros isolant au-dessus du bois pour éviter tout risque d'incendie. Personnellement, j'ai qu'à récupérer la terre au fond de mes mares. Ça me fait une terre qui est déjà gorgée d'eau et ça me permet d'agrandir les mares. Et donc ça me fait de la terre de très bonne qualité pour toutes mes constructions en terre paille. Et les canards en sont très contents. Pour réaliser ce four, j'ai mis environ 1 mois, mais 1 mois très irrégulièrement. En gros, j'ai dû mettre une dizaine d'heures étalées sur 1 mois, avec 1 heure par-ci par-là ou une demi-heure par-ci par-là. Ensuite, voilà, on voit que je continue la couche d'isolant, donc une belle épaisseur d'isolant pour protéger le bois. Une fois l'isolant fait, je trace un rond pour dessiner l'intérieur de la voûte du four. Les fours en terre, les fours à pain, les fours à pizza ont souvent une forme sphérique, ce qui permet, quand on a des braises qui sont à l'intérieur, peu importe où elles sont à l'intérieur, la chaleur retourne toujours au centre, un peu comme une parabole. Donc là, je vais vous dessiner l'intérieur du four, hein. L'idée, c'est de faire à peu près comme une parabole, c'est-à-dire que on met quelque chose qu'on veut cuire au milieu. Ici, ça peut être une pizza ou un bout de pain. Et quand le four est en fonction, que la braise est partout sur les bords à l'intérieur du four de la voûte, en fait la braise va chauffer, rayonner et cette chaleur va être renvoyée au centre du four, ce qui permettra d'avoir une très bonne cuisson au centre du four. C'est pour ça que ces fours, tous les fours ont en général une forme de parabole à l'intérieur. Et quel que soit l'endroit où l'on va mettre les braises, en fait la chaleur aura tendance à se rediriger vers le centre. Un peu comme on le fait pour les fours solaires qui sont des formes de paraboles et où tous les rayons solaires sont renvoyés au centre. Après, pour le four en terre crue, il y a des informations à savoir. On pourrait faire des voûtes beaucoup plus basses comme celle que l'on voit à gauche. Ça permettrait d'avoir un volume d'air moins grand à chauffer. Mais l'inconvénient de ces voûtes basses, en fait, c'est qu'elles ne sont pas capables de résister leur poids en terre. Donc on a tendance à quand même faire des voûtes plus hautes. On dit souvent que par rapport au diamètre de la sole, il faut que la hauteur de la voûte fasse 60%. Donc si votre sol du four fait 1 mètre, on va dire, il faut que la hauteur de la voûte soit à 60 cm. Chez moi, par exemple, le diamètre intérieur fait environ 90 cm et la hauteur du dôme à l'intérieur fait environ 54 cm au niveau du point le plus haut. Il s'agit bien des mesures intérieures, hein.
On ne mesure pas l'extérieur du four, parce que l'extérieur du four, je peux mettre autant de terre que je veux, ça ne changera pas à l'intérieur. Et ensuite, il y a la porte d'entrée qui est importante de savoir. Il faut qu'elle fasse à peu près 60% encore de la voûte. Donc là, je suis à 33, à peu près 33 cm de hauteur. Parce qu'en fait, plus la porte sera grande, plus il y aura une grande rentrée d'air. Et du coup, le bois sera brûlé rapidement, mais la chaleur partira rapidement et on aura un four qui consommera beaucoup de bois. Et plus cette porte d'entrée est petite, en fait, plus le bois à l'intérieur aura du mal à brûler et la combustion sera moyennement efficace. Allez, je vous fais un petit dernier dessin pour la route avant de rattaquer la construction concernant l'évacuation des fumées. Donc moi, sur mon four à pain, j'ai fait une avancée à l'avant au niveau de la porte et c'est à cet endroit-là que j'ai installé le conduit d'évacuation des fumées. De cette façon, quand l'air rentre dans le four, il est obligé de tourbillonner, on va dire, dans le four et de rester longtemps et de rester le plus longtemps en fait, et donc d'optimiser les rendements, consommation de bois et chaleur produite à l'intérieur du four. Cette fois-ci, je prends de la terre à laquelle je ne vais pas rajouter de paille ni de foin, mais je vais plutôt y rajouter du sable. Et d'ailleurs, je vais également enlever tous les cailloux. L'idée, c'est de faire une sole qui soit la plus lisse possible pour pouvoir y faire glisser le bois, pour pouvoir y faire glisser des pizzas sans avoir d'accroche et sans que ça s'abîme. Donc voilà, pour la sole, j'ai choisi de faire ça uniquement avec de la terre et du sable sur l'emplacement que j'avais prédessiné à l'avance. Et je vais essayer de rendre le résultat le plus lisse possible avec le moins d'accroche possible. Donc là, on voit la forme ronde à l'arrière, puis la petite avancée qui servira à installer le conduit d'évacuation des fumées. Et donc le feu se trouvera en haut de ces deux couches. Couche d'isolant plus couche de terre-sable. Ensuite, je vais commencer à créer le moule qui va permettre de poser le dôme en fait. Pour que le dôme soit appuyé quelque chose, qui ne soit pas suspendu dans l'air, je vais faire un gros château de sable de la forme désirée pour pouvoir ensuite continuer à faire du terre-paille par-dessus. J'aime bien utiliser le sable car ça peut faire vraiment une forme presque parfaite. Ensuite, une fois que j'ai ma forme presque parfaite, je la recouvre de papier journal humidifié, ce qui permettra que le sable ne se colle pas avec la terre-paille que je vais rajouter par-dessus. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé en fait mon conduit, un vieux conduit de poêle à bois, enfin pas un vieux conduit, mais un reste de conduit que j'avais après avoir installé les poêles à bois dans ma maison. Et du coup, c'est ça que j'utilise. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais fait un conduit totalement en terre-paille. Mais l'avantage de ces conduits déjà fabriqués, c'est qu'ils sont parfaits et du coup, il y a une meilleure évacuation et moins de problèmes de nettoyage du conduit. À la base, je n'avais pas prévu de l'utiliser, mais je l'ai trouvé en cours de route. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'en acheter si vous n'en avez pas. Et une fois que le conduit est suspendu, que la forme de la voûte est en place, je recommence à recouvrir l'ensemble de terre-foin. En fait, le plus gros du boulot, ça va être juste d'aller à la mare et de ramener la terre mouillée, de la brasser, de la mélanger avec du foin et de le mettre dessus, quoi. Sinon, c'est relativement simple. Et si j'ai mis un mois pour construire ce four, c'est parce qu'il faut des temps de séchage entre certaines couches. Et il faut même un temps de séchage avant l'allumage du four. Donc voilà, là j'ai fait la première couche. Et on voit que mon tuyau, en fait, il se retrouve un peu à moitié suspendu dans le vide. Du coup, c'est pas grave, j'ai trouvé un vieux morceau de grillage qui fera parfaitement l'affaire. Du coup, je l'ai plié, je l'ai découpé à la taille que j'estimais être la bonne. Et puis, je l'incruste à l'avant de mon four et planté dans le terre-paille et enroulé un peu autour du tuyau. Ceci étant fait, je peux faire donc du torchis. Je vous ai déjà fait plein de vidéos sur le torchis, donc je détaille pas trop. En gros, toujours pareil, un foin terre que l'on accroche à la structure du grillage. Et après avoir réalisé ceci, je vais laisser sécher quelques jours parce que ça puisse supporter le poids de la terre que je vais rajouter après. Donc là, après ça, je laisse sécher une bonne semaine.
Entre-temps, j'ai fait quelques petites bidouilles que je n'ai pas filmées. J'ai découpé également mon ancienne porte de l'ancien four à pain qui ne servait jamais. J'ai découpé la porte pour avoir une porte qui servira très régulièrement. Et j'ai installé un petit crochet en haut au niveau du centre, au-dessus de la porte. Ça permet en fait de sécuriser la porte, qu'elle ne parte pas en arrière. Le simple poids de l'anneau maintient en fait la porte fermée. En vrai, elle tient même sans l'anneau, mais c'est une petite sécurité. Du coup, maintenant que ça a un peu séché encore, je rajoute des couches. Là, je veux essayer d'avoir au moins une trentaine de centimètres d'épaisseur de terre-paille au-dessus du... sur ma dôme, sur le dôme en fait, pour avoir une bonne isolation, que la terre accumule la chaleur et que la fumée ne parte pas n'importe où, quoi. Donc j'essaye d'avoir une trentaine de centimètres partout autour du sable. Avec les restes de porte, me vient une idée, je sais pas, j'allais dire que c'était une bonne idée, mais c'est peut-être pas forcément une bonne idée. C'est une idée, disons. Je me suis dit que j'allais transformer ce four en espèce de bestiole. Une des raisons à ça également, c'est qu'on accueille des enfants au jardin et que je trouve que c'est sympa d'avoir un côté enfantin dans le jardin. À ce moment-là de la vidéo, je commence à avoir pas mal de couches de terre-paille. Et donc du coup, je décide de vider l'intérieur du four, de lui enlever son sable. Donc dans mon souvenir, il y avait environ 3 brouettes. Donc je me retrouve avec 3 brouettes de sable à enlever de l'intérieur du four. Avec quelques petits morceaux de journal qui tombent également. Si jamais je trouve que le four n'est pas assez recouvert de terre-paille, je pourrais toujours rajouter des couches plus tard. D'ailleurs, c'est pas parce que j'enlève le sable à l'intérieur que je ne vais pas rajouter des couches à l'extérieur. En tout cas, le fait d'enlever le sable va permettre un meilleur séchage tranquillement, avec la gueule ouverte. Bon, j'enlève le sable, c'est un petit peu long parce que mon bras n'arrive pas au bout, il faut gratter, c'est pas forcément évident, donc je prends plus de temps. C'est pas grave si c'est pas parfait, et on voit à quoi cela ressemble une fois le sable enlevé. Donc ce sera vraiment mieux pour le séchage d'avoir cette ouverture à l'intérieur plutôt qu'un tas de sable. Niveau conduit d'évacuation des fumées, là ce qui se passe c'est que la fumée va directement être jetée sur le bois si je ne fais rien. Du coup je vais mettre une plaque en métal et également le sens de la pente de mon toit fait que la fumée, si je laisse sans rien faire, elle va aller se coller au mur de la grange et ça va noircir le mur de la grange. Alors que si je mets un petit chapeau qui évacue la fumée de l'autre côté, ça sera mieux à mon avis. Et j'allume le premier petit feu. Ce premier petit feu, je le fais généralement léger, ça permet de brûler un peu les brins de paille qui pendouillent, ça permet de tester un peu l'évacuation de la fumée. C'est vraiment un premier petit feu pour brûler le journal, voilà, juste et pour aider un petit peu le séchage. C'est pas un gros feu, j'attendrai encore un petit peu avant de faire le premier gros feu. Donc là déjà ça permet de voir que la fumée part bien par le conduit et part pas par la gueule, ou très peu par la gueule malgré que ce soit juste un démarrage, un premier allumage. Ensuite je vais pouvoir allumer les premiers vrais feux bien puissants. Bon mais du coup pendant que le four est en train de chauffer, c'est le moment de faire de la pâte, de laisser reposer la pâte un petit peu au soleil et d'expérimenter la première pizza au feu de bois de ce four en terre crue.
Ah, une autre chose intéressante qu'on peut se dire, tiens, c'est que mon four là, bon, il a un toit sur la tête, mais avec les pluies en diagonale ou des orages ou je ne sais quoi, il va peut-être se prendre un petit peu d'eau et ça va un peu éroder la terre. Donc oui, c'est vrai que c'est possible. Peut-être que dans 5 ans, dans 4 ans, je devrais remettre un petit peu de terre et ça ne me dérange pas du tout. Et on pourrait penser que c'est une bonne idée de le recouvrir de béton ou de quelque chose d'étanche. En fait, ça ne serait pas forcément une bonne idée, ce serait même peut-être probablement une mauvaise idée. Parce que quand on met des choses à cuire dans le four, il y a l'humidité de ces choses à cuire qui va s'évacuer et du coup ça va s'accumuler dans la terre et comme ça sera étanche au-dessus, ça ne pourra pas sortir et la terre sera donc humidifiée et elle aura tendance à s'effriter petit à petit. Donc il faut que ces fours, une fois qu'on a fait le choix de faire un four en terre crue, il faut ne pas le rendre étanche sur l'extérieur, sinon il va s'abîmer plus vite que si on ne le rend pas étanche. Et puis voilà, moi ce que j'aurai à faire en fait, c'est que quand il sera un peu érodé, j'aurai qu'à remettre un petit peu de terre-paille par-dessus. Et ce qui va se passer aussi, c'est que là, j'ai pas fait les enduits de finition. Les enduits de finition, je les ferai... En fait, j'attends qu'il ait fait beaucoup de cuisson, beaucoup de pizza, beaucoup de pain, qu'il ait beaucoup fonctionné avant de faire l'enduit de finition parce qu'il risque de bouger un petit peu, de se craqueler peut-être un petit peu. Donc j'attends vraiment peut-être encore 6 mois avant de lui faire un enduit de finition. Un enduit qui sera uniquement fait de terre et de sable ou de crottin ou de tonte, mais sans paille grossière, quoi. Peut-être ce sera l'occasion de reparler des enduits de finition. Bon mais voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur le four à pizza, le four à pain. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.